Bonjour, de réveil à tous et bienvenue dans votre matinale. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver en ce deuxième jour car nous avons plusieurs informations ici à partager avec vous. Cela passera par de la gastronomie. On aura bien sûr notre chef d'Aguerre qui sera de la partie déjà dans ce studio. Après lui, on aura de l'éveil de conscience avec Madame Georgette Kouassibon pour inciter toutes les entités prenant part aux examens à beaucoup plus de citoyenneté. Et puis enfin, on aura, et non pas un enfant, on aura aussi Syriac Bogou et du droit. Ce sera presque tout, sinon vous connaissez les fondamentaux. Je vous invite maintenant à sortir pour vérifier les données météorologiques et juste derrière, on déroule le programme. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, le sud-ouest, l'ouest et le centre observeront un temps nuageux avec localement des averses de pluie. Le sud-est observera un temps nuageux et progressivement ensoleillé avec quelques averses au cours de la période. Les régions du nord observeront un temps partiellement nuageux et relativement ensoleillé. Passant aux températures, le mercure affichera 24 degrés à Bengourou, 25 à Abidjan, 24 degrés à Diaké, 22 à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 24 à Bouna, 23 degrés à Bundiali, 24 à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa Guiglo, 22 à Korogo et Mont, 22 degrés à Odiene, 24 à San Pedro et Sassandra, 25 degrés à Sobré, 23 à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 à Touba et 24 à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, dans les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest, le temps sera nuageux avec par moments de larges éclaircies qui profiteront au soleil. Cette situation occasionnera au milieu ou en fin de période des formations de cellules orageuses accompagnées de pluies, parfois modérées ou fortes. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Côté variable, nous pourrons observer 33 degrés à Bengourou, 32 à Abidjan et à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, Boaké, Bouna et Bundiali, 35 degrés à Deloa, 33 à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 à Guiglo, 35 degrés à Korogo, 34 à Mont, 35 degrés à Odiene, 32 à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 33 à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 à Tiasalé, 34 degrés à Touba et 33 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à tous, excellente journée à vous, merci d'être avec nous. On démarre en bref, c'est aujourd'hui que se déroulent les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires, le CEPE. 562 519 candidats composent ce mardi. Les résultats seront annoncés le mardi 22 juin prochain. Je vous invite à suivre à présent ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité relatif à des fake news. Il est lu par Serge Collia. Communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Après la diffusion de la vidéo fake news qui a suscité le 19 mai 2021 des violences contre les membres de la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire, 2 nouvelles vidéos ont été récemment mises en circulation sur les réseaux sociaux par des individus mal intentionnés. La première vidéo présente des exécutions de personnes commises par des individus qui seraient de nationalité nigérienne sur des présumés migrants maliens, guinéens et ivoiriens. La seconde est une incitation à s'attaquer aux ressortissants burkinabés vivant sur le territoire ivoirien. Ces vidéos, de même que celles à l'origine des événements du 19 mai dernier, véhiculent de fausses informations et images de nature à provoquer des conflits entre les Ivoiriens et les ressortissants des pays de la sous-région.
Face à ces actes récurrents d'incitation à la violence et aux conflits intercommunautaires qui perturbent et fragilisent la cohésion sociale et la paix, le gouvernement ivoirien a pris toutes les dispositions pour identifier, rechercher et interpeller les auteurs de ces fausses informations et ceux qui les relaient afin qu'ils répondent de leurs actes devant les tribunaux. Le gouvernement tient à rassurer l'opinion nationale et internationale de sa ferme volonté de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement invite par conséquent les populations à ne pas céder à de telles manipulations, à demeurer calmes et à continuer de vaquer librement à leurs occupations habituelles. Et la communauté nigérienne répond à l'appel du Centre national de transfusion sanguine. Dimanche dernier, à l'ambassade du Niger, elle a fait don de son sang. C'est une initiative de l'opération Vision 225 qui a pour objectif de soutenir le CNTS à couvrir les besoins en produits sanguins. Une action qui vise également à renforcer la cohésion sociale. Un festival de poésie a été organisé récemment à Abidjan. Il entend revaloriser cette pratique et discipline littéraire. Selon les promoteurs, la poésie peut jouer un rôle dans l'édification d'une société réellement porteuse de valeurs. Franck Akwadio nous en parle. À toi la fleur de mon cœur, toi qui m'illumines chaque jour, belle comme les cieux. Des poètes en devenir, exprimant par le mot l'expression de leurs émotions profondes, le Festival international de la poésie d'Abidjan, selon son promoteur, Lassina Keita, vise à remettre au goût des lettres ce genre qui tend à être oublié. Et qui mieux que ces jeunes pépites des écoles pour mieux faire éclore la verve poétique et la thématique environnement est choisie. Leur vie, leurs larmes et leurs pensées pour une école en péril ou pour des âmes glacées. Dès que tout ça passé dans nos habitudes, il est le reflet de nos gratitudes. Nous sommes à la 4e édition de ce festival destiné aux écoles, mais aussi aux professionnels du genre. Sarah, étudiante, c'est le prix des universités et grandes écoles et le prix spécial du jury. Bon, je ne suis pas poète, mais j'aime l'écriture. La lecture m'a permis, ou me permet, je dirais, de m'épanouir. Donc, au travers de la lecture, j'ai découvert la poésie. Le prix Maurice Bandama pour la création poétique, le prix du jeune poète des écoles, ce sont entre autres les prix décernés. Le directeur du livre, au nom du ministère de la Culture, et le parrain Fama Touré, président de la Chambre de commerce, valide la pertinence de l'initiative. La 4e édition du Festival international de la poésie d'Abidjan sera suivie cette année 2021 de la 5e édition. Elle aura lieu au mois d'octobre. Le thème Covid-19, sans relâche, nous vaincrons. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Je vous retrouve à 7h. Merci et bonjour à vous, Régis Kofi. Maintenant, je m'en vais vous laisser aux mains expertes de la coach Marie-Noël qui saura prendre soin de vous pour quelques petits mouvements dans le fitness. Élévation, bras vers le haut. Descendre, ramener les mains dans le dos. On remonte. Descendez. On remonte encore. On descend. On va décoller la jambe, là, tirer vers l'arrière. Changer de jambe. On revient. Et là, on change de jambe. Faites sauter à l'extérieur. Changer de jambe. Toujours extérieur. Changer de sens, go.
bascule, changer de sens, go. On y va là. Changer. On y va, accélération. Là. Continuez, talon aux fesses. Relâchez. 2. La fatigue. 2. Relâchez. Croisez. Arrière. Tirez. Go. On relâche. On relâche. Voilà. 1. Montez, point de pied. Relâchez. Et voilà, félicitations en tout cas, vous toutes ces personnes qui exécutez effectivement ces quelques mouvements chaque matin. C'est une routine à adopter qui nous maintient en santé assurément. Et lui, la routine qu'il a adoptée depuis maintenant pas mal d'années, hein, on va dire 3 saisons maintenant. Avec lui en sa compagnie, on passe en revue la presse et c'est bien sûr dans la revue de presse. Bonjour Renaud Covia. Bonjour Alix, bonjour à tous. Allez, on démarre avec, bien sûr, cette information, même pour ce jour. Les élèves du CM2 affrontent les épreuves du CEPE ce mardi. Oui, c'est avec ces épreuves que démarrent les examens à grand tirage de cette année. Ils sont 562 519 élèves à composer dans les différents centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire national. Et comme l'a indiqué récemment la ministre Mariatou Koné, l'accent sera mis sur la surveillance et la lutte contre la fraude. Allez les tout-petits, on a confiance en vous. On part maintenant avec cette autre nouvelle, la lutte contre les tracasseries routières. Le commissaire du gouvernement descend incognito sur le terrain. Et oui, c'est dans la peau d'un passager lambda qu'Ange Kessi Kwame a fait le trajet à Abidjan d'Anané. Cette manœuvre, selon le commissaire du gouvernement, avait pour but de constater par lui-même les tracasseries routières orchestrées par certains agents indélicats des forces de l'ordre. Et selon le Patriote, au cours de ce périple, le commissaire du gouvernement a pu se rendre compte des difficultés auxquelles sont confrontés les voyageurs en raison du racket sur nos routes. Quelle belle idée! La Côte d'Ivoire va renforcer la sécurité à ses frontières. Oui, et pour y arriver, le ministre de la Sécurité, selon Soir Info, a installé récemment les membres de la commission en charge de l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire, en abrégé PNGIF Côte d'Ivoire. L'objectif de cette structure est de doter notre pays d'un outil de cadrage et de pilotage en matière de gestion des frontières en vue de faire de l'espace frontalier ivoirien une zone de sécurité, de paix et de développement socio-économique. Et notre lutte après celle contre les tracasseries routières, c'est la lutte contre le diabète en Côte d'Ivoire. Le gouvernement signe un partenariat avec un laboratoire danois. Oui, et l'objectif de ce partenariat est de permettre aux personnes vivant avec le diabète de disposer plus facilement d'insuline à faible coût. Cette signature s'inscrit dans le cadre du projet ICAR, dont l'objectif est de réduire le taux de prévalence du diabète en Côte d'Ivoire, qui touche à ce jour plus de 6% de la population ivoirienne, selon le ministère de la Santé. Plus de précision dans l'intelligent d'Abidjan. Et justement, vous parlez de précision, le ministre Jean-Louis Billon en fait sur les prérogatives de différentes
structures du PDCI. Et c'est particulièrement sur celle du comité politique mis en place il y a peu par Henri Konan Bédié, président du PDCI, et celle du secrétariat exécutif que le député de Dabakala fait la lumière. Selon Jean-Louis Billon, les deux structures accomplissent des tâches distinctes et ne se marchent nullement sur les pieds car leurs tâches, attributions et compétences sont clairement définies. On part à Yamoussoukro, cette autre capitale de notre pays, où un jeune homme a organisé son propre enlèvement. Oui, le jeune en question, qui est âgé de 20 ans, en complicité avec ses compères, a agi ainsi afin d'exiger une rançon de 5 millions de francs CFA à son père pour sa libération. Mal lui en a pris car son géniteur a saisi les autorités policières qui, après enquête, ont dévoilé le poteau rose. Plus de précision dans l'expression. Quelle histoire cocasse, hein. Il en faut de l'imagination. Vous nous proposez un chiffre pour cette revue de presse aujourd'hui. Oui, 50 milliards, c'est le montant en francs CFA de ce que perd l'industrie pharmaceutique ivoirienne en raison des faux médicaments qui sont vendus un peu partout sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et la perte de cette manne financière qui équivaut à un quart des revenus de ce secteur cause un gros préjudice aux pharmaciens ivoiriens et à l'État de Côte d'Ivoire, selon l'expression. Et on part au Mali où on refermera cette revue de presse, même avec ce titre. Le colonel Assimi Goïta a été officiellement investi président de la transition. Oui, c'est au Centre international de conférence de Bamako, devant 11 membres de la Cour suprême malienne, que le colonel Goïta a prêté serment pour prendre les rênes de la transition malienne. Et à cette occasion, il a promis de respecter les engagements internationaux du Mali, dont l'organisation d'élections générales aux échéances prévues. Et quelques instants après son investiture, dans la matinée de ce lundi, le nouvel homme fort de Bamako a nommé Choguel Maïga comme Premier ministre. Allez, adjecta S. Merci beaucoup. À demain. À demain, Renaud. Et nous, on reste encore en votre compagnie pour vous partager encore d'autres informations. Celle-là émane bien sûr de notre petit conclave de l'éditorial avec cette information pour aujourd'hui, 8 juin 2021. On aura un nom calendaire bien sûr à célébrer et c'est Médard. Ça reste en voie de disparition, hein, les Médard. Mais voilà, toutes les personnes qui se prénommeraient Médard, belle fête à vous, belle journée du 8 juin. On part maintenant au Mozambique, où là-bas, on pourrait nous suggérer des prénoms et leur signification. On adore comme ça quand on a les significations. C'est participatif. On va commencer par les dames, honneur aux dames. Les filles, c'est Sharon, signification la paix de Dieu. Voilà, on a la carte ici de ce magnifique pays qui a pour d'autres pays frontaliers la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe. Et puis on a le Mozambique qui nous accueille pour cette journée. La fille, donc, c'était Sharon, qui veut dire la paix de Dieu. Et le garçon, c'est Shakil, qui veut dire beau. Voilà. On a une journée à vous partager aujourd'hui très importante pour la lutte pour la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'océan. La Journée mondiale de l'océan, World Ocean Day, est une démarche lancée en 1992 à l'issue du sommet de Rio de Janeiro et qui vise à faire du 8 juin de chaque année une occasion de sensibiliser le grand public avec une meilleure gestion des océans et leurs ressources. Cette journée mondiale se propose d'être l'occasion d'informer sur les enjeux, susciter ainsi l'envie d'adopter un comportement éco-citoyen, donc durable, et de donner des pistes d'action et d'encourager les adultes et les enfants à agir individuellement et collectivement pour une meilleure gestion des ressources marines. Voilà, ce sont des ressources qui se renouvellent bien sûr avec les préservations de celles-ci. Si elles partent en dégradation, c'est sûr qu'il y aura une incidence insidieuse sur la vie humaine. Donc il appartient à tout le monde d'être assez responsable pour préserver les océans. On est bordé en tout cas de beaux courants d'eau ici en Côte d'Ivoire. On a l'océan, on a la mer, on a nos plages, on a nos lagunes. Il faut faire très attention à ces ressources naturelles-là qui ne se renouvellent pas forcément et les préserver. Et nous, on va maintenant vous emmener à table avec un beau menu. Il est là, tout souriant, avec son costume bleu, voilà, de chef, pour vous proposer son mets d'aujourd'hui. C'est bien sûr le chef Daguerre dans le petit-déj.
Bonjour, chef. Bonjour, Alix. Déjà à table. Et Ok. qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une recette, une entrée, si on peut dire, un peu traditionnelle, D'accord. un peu trop populaire en Europe. Cette recette, ça s'appelle œuf mimosa. Ok. Petite entrée. Ça a commencé en Espagne, après trop populaire en Italie et finalement en France. Mais D'accord. vraiment, c'est une recette traditionnelle. On mange ça depuis trop longtemps. Ok, d'accord. Donc, on a c'est puiser sûr, dans moi, le patrimoine. Ouais. Donc C'est c'est sûr, important. moi j'ai ajouté des petits trucs dedans. Ah, bien Ne sûr, pas- visiter à la sauce chef Daguerre. Et donc œuf mimosa, c'est quoi? C'est des œufs bouillis simplement Ok. pour disons 8 minutes. Puis on enlève le jaune d'œuf. Par exemple, on fait 10 œufs. On enlève tous les jaunes d'œufs, on les mélange avec un peu de mayonnaise, Ok. des herbes fraîches, sel, poivre. Et puis on les mâche ensemble. D'accord. Et puis on obtient petite crème jaune comme ça. D'accord. Maintenant, moi, je veux faire petite, comme un tapis, mais du pain de mie. Un peu Vous avez de... toasté le pain. Ouais, pardon? Le pain de mie a été toasté un peu. Oui, toasté. D'accord. Je veux mettre un peu de tapenade d'olive en dessus. Qu'est-ce que c'est? Tapenade d'olive, c'est une crème d'olive noircie, on peut dire. D'accord. Ok, olive noire, on les met dans les mixeurs avec un peu de basilic. On les mixe. C'est tout. D'accord. Et ça nous Ok. fait cette... Donc, tapenade d'olive, belle pain de mie, texture. on pose sur l'assiette. Un peu de crème de jaune d'œuf. La couleur est évocatrice déjà, mimosa. Ouais. D'accord. Donc, après, on prend premier blanc d'œuf, deuxième blanc d'œuf. D'accord. On reprend On l'exercice. met la farce dedans. Ah, D'accord. c'est trop délicieux cette recette. J'adore. Ok. Maintenant, on va mettre de la coriandre. Ok. Peu. Normalement, mes mains, ils tremblent le vendredi. Aujourd'hui, on est le mardi et mes mains tremblent. Je ne comprends pas pourquoi. Non, mais ça ira, ça ira. Le chef maîtrise, les éléments seront bien disposés. Un peu de tomate cerise. D'accord. Ok. J'ai fait aussi avec une petite sauce tartare légère. La sauce tartare, c'est de la mayonnaise, cornichons, persil, sel, poivre, un peu d'oignon. Très bien. Pour- Voilà. Ok. Après, finalement, un tuile de parmesan. Un parmesan en chips. D'accord, c'est du fromage. Ouais. Ok. C'est un fromage italien. D'accord. Parmigiano Reggiano, ça s'appelle. Andiamo. Et puis, nos beaux romarins et les cornichons. Allez, Et œuf, voilà. œuf mimosa revisité, petit piment d'Espelette. Tiens, Et voilà qui est joliment présenté, cette assiette du chef Daguerre, des œufs mimosa avec une sauce tartare et du parmesan. On a tout dans l'assiette. Maintenant, on va peut-être rappeler tous les ingrédients aux téléspectateurs parce que c'est vrai qu'on peut-être qu'ils n'auront pas cette belle présentation, mais on aura tout dans l'assiette. Et puis bon, de toute façon, ça se mélange Ok. dans le ventre. c'est une œuf, on la bouille, on enlève le jaune, on les mâche ensemble, des herbes, sel, poivre, un peu de thym, coriandre, n'importe quelle herbe qu'on aime. On prend pain de mie, un peu de crème d'olive ou tapenade d'olive en dessus, tomates cerises, cornichons et puis la sauce tartare et piment d'Espelette à la fin. D'accord. On va reprendre peut-être pour la sauce tartare tous les ingrédients. C'est important de le rappeler pour... La sauce tartare, limiter. c'est de la mayonnaise, Mayo. cornichons, persil, sel, poivre, oignon. Il y a des gens, ils aiment mettre de l'anchois dedans. Moi, j'aime pas mettre de l'anchois. D'accord. C'est du poisson. Et c'est ça, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est simple. Et généralement, vous avez parlé d'entrée. Donc, le matin, est-ce que c'est possible de manger ça le matin comme ça? C'est trop possible le matin. C'est trop possible, c'est bien. Non, c'est bien de la prendre le matin. C'est une autre forme de manger une œuf bouillie.
Ok. Au lieu de bouillir une œuf simplement, casser l'œuf, manger, on prend le jaune d'œuf, on le mâche, on le mélange avec des saveurs qui nous plaisent. Ce n'est pas nécessaire les mêmes ingrédients que j'ai cités. Donc, on peut mélanger avec des saveurs qu'on aime, des saveurs africaines, par exemple. Ça peut, du cancancan, par exemple, avec le jaune d'œuf, ça peut donner un très bon goût aussi, et un peu piquant aussi. Et c'est trop important de savoir la cuisson des œufs. Oui, c'est vrai, parce que là, vous avez donné une indication, c'était très, très important. Ce n'est pas tout le monde qui sait cuire un œuf. Le cuisson des œufs, premièrement, on doit commencer avec les œufs. Dès qu'on prend l'eau qui est ambiante, on met les œufs dedans. Et comme ça, la température des œufs, ça monte avec l'eau. Car si on prend l'œuf qui est froid et on met dans un eau bouillante, eau chaude, ça va faire un choc. L'œuf va se casser. Donc là, on commence avec la même température. Et puis, on la cuit après bouillon, 7 à 8 minutes. Même 6 minutes, on peut. Pourquoi? Car si on cuit l'œuf beaucoup, le jaune d'œuf va devenir trop sec. On ne va plus pouvoir le faire crémeux comme ça. D'accord. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est une belle astuce qui va sauver plus d'un, parce qu'il y a des célibataires endurcis qui ne savent pas forcément comment cuisiner et manger. Un peu de sel aussi dans l'eau, j'ai oublié. Faut pas oublier. Ça va protéger l'œuf, c'est tout. Super, merci bien, chef Daguerre, pour cette belle proposition. Œufs mimosa avec une sauce tartare et du parmesan. On se verra vendredi. Dieu voulant. Au revoir. Belle semaine. Nous, on part pour vous proposer maintenant un petit élément concernant le textile. Un textile qui est très prisé ici en Afrique de l'Ouest, beaucoup plus. C'est le bazin et puis sa teinture qui subit, ma foi, quelques petites concurrences étrangères. On suit cet élément. À Djamé-Château, au cœur de ce quartier, se trouve une unité artisanale de teinture du bazin. Le bazin, ce tissu 100% coton, arrive en ce lieu en pièces de couleur blanche pour subir une transformation au niveau des couleurs et des designs à la demande du client. Kaba exerce l'activité de teinturier depuis une trentaine d'années, une activité qui lui permet de bien gagner sa vie. Ça fait 30 ans dans cette affaire, c'est pas ici que j'ai commencé. C'est depuis dans Sierra Leone. C'est un travail qui est bon parce que c'est artisanal. Il y a la langue dedans, on se débrouille pas mal dedans. C'est dans ça, il nous donne c'est dans ça, il fait tout. Il est la porte d'entrée de cette teinturerie située dans la commune d'Adjamé. À l'aide de son smartphone, Kaba propose aux clients les différents motifs pour la teinture du bazin. Si les clients veulent choisir d'abord les modèles qui veulent, on travaille comme les tailleurs là. On a les photos à les montrer. Tu viens dans ta montre de photos, tu choisis ton motif, ce que tu veux, on fait. Si tu as raté, tu as payé. On fait la même chose, on le donne. Si ça le plaît, on donne notre argent et puis ça va. Après le choix des motifs, ce teinturier et ses frères sont chargés de faire des nœuds avec du plastique à différents endroits pour éviter que les parties nouées soient touchées par la teinture lorsque le tissu sera trempé dans des seaux de pigments. On met plastique pour ça, pour faire que si on met plongé dans une autre couleur, il ne faut pas que le chlore n'ait qu'à rentrer dans l'autre là. Ça cause on met plastique pour protéger ça. Ici, les prix de la teinture varient en fonction des designs et couleurs. Les couleurs uniques, là, on fait ça à 1 mètre à 2000. Ce que tu vois les dizaines dessus là, c'est ça on dit à les attacher. Tu vois, non? Ça là, c'est attaché. Bon, ça là, 5 mètres comme ça, on fait ça à 20 000. Souvent on diminue un peu, mais pas trop. Les 3 mètres là, on peut faire ça à 12 000, 15 000 même. Teindre à la main le bazin est souvent un travail laborieux. Dans cette teinturerie, cette étape est l'affaire des femmes. Awa et son groupe ont la responsabilité de faire le bain du tissu dans une eau chaude. Pour le réussir, elles y ajoutent des pigments. Le tissu teint doit subir un deuxième lavage, cette fois avec l'amidon. Passé cette étape, les nœuds des tissus sont coupés ou détachés pour être étendus au soleil.
Une fois séchés, les basins sont acheminés chez les tapeurs pour lui donner de l'éclat. L'activité de la teinturerie artisanale, secteur clé dans la production du basin, fait face à une rude concurrence due à la ruée sur le marché local de tissus importés teints de façon industrielle. Un manque à gagner pour de nombreuses familles qui en font leur activité principale. C'est le cas de Mariam, teinturière depuis plusieurs années. Elle a perdu 3/4 de son chiffre d'affaires en moins d'1 an. Au récent Ramadan, elle a réalisé 250 000 francs de chiffre contre 1 million à la même période l'an dernier. Importer là, c'est ça qui marche actuellement. Bon, actuellement pour nous, ça ne se fait pas trop. Cette année même, c'est bizarre. Le marché est lent. Le marché est lent. Le métier de tapeur est aussi impacté par l'arrivée de ces nouveaux tissus. Ibrahim est tapeur depuis des années. Lui, qui en moyenne recevait au quotidien 200 basins pendant les périodes de fête, n'en reçoit désormais qu'une quantité inférieure. Si ça a trop tapé, maintenant c'est 80. On voit là un basin là. On a tapé 2500, mais maintenant 500. L'Amiara est grossiste depuis plusieurs années. Installé à Trècheville, avenue 11 rue 15, il nous donne des explications sur la qualité de ces tissus convoités. Tu payes basin blanc, c'est nous ici, tu vas les mettre dans teinture pour aller coudre, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est des vieux basins, bon, mais aujourd'hui avec ça, on ne peut pas comparer. Ça, il faut que tu prennes, tu vas les mettre dans teinture, tu viens, tu déposes ces couturiers, donc il y a des gens qui n'ont pas le temps de tout ça. Mais ça vient automatiquement. Quand tu prends chez nous, même jour tu donnes à couturier, du coup, c'est fini. Éclatant et moins coûteux, les prix de ces tissus vont de 10 000 francs à 15 000 francs CFA le mètre. Bien que le marché actuel soit envahi par ces tissus teints depuis l'usine, certaines personnes restent attachées au type de basin teint manuellement. Aïcha a choisi cette option pour la fête de Ramadan, célébrée il y a quelques jours. C'est donc vêtue d'un basin teint à la main qu'elle s'est rendue à la mosquée le jour de la fête. Le basin teint parce que ça me permet d'avoir le type de design que je souhaite. Si j'avais opté par exemple pour les basins qui viennent directement d'usine, ce n'était pas évident que je puisse avoir ce jaune bleu. Lorsque nous avons un basin qui est de très bonne qualité et que nous partons teindre ce basin-là, ça donne forcément une bonne brillance et puis une bonne qualité aussi, quoi. Le basin est devenu aujourd'hui une identité culturelle pour les pays de l'Afrique subsaharienne. Qu'il soit teint manuellement ou à l'usine, chacun fait son choix selon son goût. Le tout, c'est d'être bien habillé. Nous sommes de retour. Merci de suivre l'actualité internationale. Au Mali, le chef de la junte qui a renversé successivement Ibrahim Boubacar Keïta et Bandao a prêté serment ce lundi à Bamako. Il devient officiellement le nouveau président de la transition pour sa prestation de serment. Assimi Goïta avait troqué son habituel treillis pour l'uniforme de commandant du bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'aguerrissement. Le second est plus formel que le premier, mais c'est bien en chef militaire qu'il a accédé à la mi-journée à la plus haute fonction de l'État malien. Réaction. Devant Dieu et le peuple malien, et préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi. Je m'engage solennellement et citoyen à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, nous vous prions très respectueusement de bien vouloir procéder à la décoration du président de la transition, chef de l'État. Général de brigade Amadou Salavourou Gueye, président de la transition, chef de l'État, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du Mali.
Voilà quelques images de la cérémonie d'investiture du nouveau président de la transition au Mali. En Haïti, l'ONG Médecins sans frontières soigne des patients gratuitement, un service indispensable dans un pays pauvre où l'État n'alloue que 5% de son budget à la santé. L'accès aux soins illustre bien les criantes inégalités qui régissent la société haïtienne. Plusieurs quartiers sont rongés par des gangs. Réaction. On voit les cas traumatiques violents ou non violents, les cas traumatiques accidentels, comme les accidents de la voie publique, et aussi suite à des chutes aussi, mais aussi il y a les traumas violents. Quand on parle de traumas violents, on voit les plaies par balles qu'on reçoit, donc les plaies par arme blanche. Une bonne nouvelle pour l'Espagne. Depuis ce lundi, les frontières et les plages espagnoles s'ouvrent à toutes les personnes vaccinées du monde. Les Européens non vaccinés qui avaient déjà le droit de venir pour du tourisme, mais devaient présenter un PCR négatif de moins de 72 heures, pourront désormais se contenter d'un test antigénique beaucoup moins cher. Les bateaux de croisière peuvent aussi de nouveau accoster dans les ports ibériques. Un geste fort pour réclamer le tourisme, pour relancer le tourisme. Secteur clé de l'économie espagnole qui pèse près de 13% du PIB espagnol et environ 2,5 millions d'emplois mis à mal pendant la pandémie. C'est un procès qui s'ouvre en France le 20 avril 2017, il faut le rappeler. Un homme tire à la Kalachnikov contre un car de police stationné sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Xavier Jugelet, un policier de 37 ans, est tué. 2 de ses collègues et une touriste allemande sont blessés. 4 ans plus tard, c'est ouvert à Paris ce lundi devant une cour d'assises spéciale uniquement composée de magistrats professionnels. Le procès de 4 hommes suspectés d'être complices de cette attaque. En l'absence de l'assaillant, Karim Chorfi, abattu de 2 balles, un seul des 4 hommes est jugé sous la qualification de terroriste. Et puis après la découverte des restes de 215 enfants enfouis sur le site d'un ancien pensionnat dirigé par l'Église catholique et créé pour assimiler les peuples autochtones à la société dominante, le pape François a exprimé sa douleur dimanche sans pour autant s'excuser malgré les multiples appels allant en ce sens. Très belle journée à vous. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Régis Cauchier. On amorce maintenant la deuxième heure. Il est 7h08 exactement. On parlera maintenant avec M. Cyriac Bougou, expert en tout ce qui concerne le digital, du drone, ce gadget de plus en plus prisé par les tout-petits et pas que, par les grands aussi, qui était pour l'usage, on va dire, sinon premier, pour les militaires. C'était dans l'armée qu'on avait les drones, même de plus en plus. On voit que c'est utilisé et usité de toutes les façons, de toutes les manières. Mais quand on parle de drone ici en Côte d'Ivoire, quelle est l'origine et puis surtout comment cela est réglementé? C'est sur ces points-là qu'on va plancher dans la chronique digitale. Bonjour, M. Bougou. Bonjour, Alex. On fait toujours genre. Bienvenue. Très bien. C'est quoi déjà un drone? C'est vrai qu'on entend parler du drone, ça et là, pour la fête de Noël notamment, avec nos petits sondages qu'on a pu faire ici même un matin. Bonne heure. Ce qui revenait beaucoup, c'était le drone. Mais qu'est-ce que c'est que le drone? D'accord. Le drone, c'est à peu près ce gadget qu'on voit un peu à l'écran, donc qui est un aéronef. Donc un aéronef, c'est un objet volant, et donc comme les avions et autres, tout ça, donc qui permet d'être... la particularité des drones, c'est qu'il est auto-télécommandé ou bien il est sans pilote, contrairement à d'autres aéronefs comme les avions où il y a des pilotes à l'intérieur, même si aujourd'hui on a des avions où il n'y a pas de pilote, au fait. Donc c'est à peu près ça en termes de définition simple pour nos téléspectateurs.
D'accord. Et dès lors qu'on a cette image du drone qui flotte déjà dans les airs, c'est qu'il y a un pilotage qui se fait manuellement ou automatiquement aussi des fois? Oui, automatiquement ou manuellement. Donc, comment le drone fonctionne, c'est la prochaine question d'ailleurs. Comment ça marche? C'est à peu près, donc, comme vous voyez sur le drone, il y a des hélices. Donc, bon, on ne va pas trop rentrer dans tout ce qui est sciences physiques et autres, tout ça, mais il y a ce qu'on appelle certaines forces qui permettent à ce drone-là de pouvoir se soulever. Pour que cette force-là puisse soulever le drone, il faudrait que quelqu'un fasse une manipulation. C'est en cela qu'à côté du drone, on a ce qu'on appelle la télécommande, donc qui permet d'appuyer des boutons et le faire décoller. Ça peut se faire manuellement, comme tu l'as dit, ou bien ça peut le faire automatiquement depuis une station qui n'est même pas... C'est-à-dire là, par exemple, pour ces drones, la personne est quand même à côté. Pour d'autres, ça se fait même à distance. Donc, voilà. Donc, et c'est ce nom-là même que l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'OACI, appelle ça un appareil qui peut être téléguidé à distance. D'accord. Dès lors qu'on a le procédé pour lever un drone, parce que c'est ce qu'on dit, non? On lève le drone. Est-ce que tout le monde peut lever un drone ou piloter un drone? Oui, aujourd'hui, quand je vois des enfants piloter leur drone parce que c'est un jouet, oui. Mais après, ce qu'il faut vraiment dire, et comme nous sommes dans un contexte de sensibilisation, il serait intéressant que ceux qui utilisent des drones, peut-être pour l'usage professionnels et autres, se fassent quand même ce qu'on appelle une licence. Dans des pays, chez nous ici en Côte d'Ivoire, c'est permis de faire des licences, donc avoir son agrément et autres, tout. Dans d'autres pays comme la France, États-Unis, Canada et autres, on te demande une licence pour pouvoir faire décoller ce type de drone. Donc si tu n'as pas la licence, tu n'as pas le droit normalement de faire décoller ce type de drone parce que quand même on peut faire beaucoup de choses avec ce type de drone. Il y a deux volets dans la réponse que vous venez de donner. Il faut avoir une licence pour pouvoir lever ces drones-là et puis il y a une typologie quand même qui est afférente à l'obtention de la licence. Parce que tous les enfants qui ont des drones chez eux à la maison aujourd'hui vont se dire mais qu'est-ce que le tonton il nous dit? Si on n'a pas la licence, on ne va plus soulever les drones? Non, normalement... Selon la réglementation, donc pour rester en Côte d'Ivoire, donc l'organisme qui régit un peu cela, c'est l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC. Donc il y a une loi qui est le RACI 3009 qui englobe tout ce qui est usage, que ce soit personnel ou bien professionnel des drones. Normalement, tout le monde doit faire enregistrer son drone. Et l'enregistrement est gratuit. Mais est-ce que tout le monde le fait? Ça, c'est une autre paire de manches. Sinon, normalement, tout drone qui entre sur le territoire ivoirien doit se faire enregistré. Maintenant, quand c'est à usage personnel, c'est gratuit et tu ne paies rien. Mais quand c'est à usage professionnel, là, il y a un forfait qu'il faut payer parce qu'à la suite, on vous donne des agréments et autres, tout ça. D'accord, mais c'est dire qu'avant même l'arrivée de ces drones-là sur le territoire, pour tous les industriels qui importeraient, il y a un enregistrement qui est fait au préalable. Normalement, ils savent que lorsque tu dois importer, tu dois passer à l'ANAC. Il y a une documentation à prendre pour faire enregistrer son drone, pour qu'on sache qui a un drone et quel est le numéro de ce drone, pour qu'en cas de pépin, on puisse savoir à qui appartenait ce drone. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, les drones sont utilisés dans plusieurs domaines et c'est important de vraiment réglementer tout ça, sinon après on risque de ne pas s'en sortir. Et parlons maintenant de l'utilisation de ces drones dans différents domaines. On les retrouve où? Au-delà de l'aspect ludique avec les enfants, quelle est l'autre utilisation? On a aussi l'aspect militaire qui est même paternel. Il y a tellement d'aspects. Aujourd'hui, vous avez parlé par exemple de l'aspect militaire. Donc aujourd'hui, on voit dans les films, on les a vus, le drone qui bombarde une zone et autres. Ça, c'est l'aspect militaire. En plus, c'est des drones chargés, armés. Oui, qui ont des missiles. Donc, comme le Predator qui maintenant n'est plus sur le marché et autres, tout ça. Mais ce sont ces types de drones-là qui font des bombardements. J'ai eu la chance, il y a 4 ans de cela, de participer au salon de la défense à Paris, même qui commence ici aussi à Abidjan. Aujourd'hui, il y a un salon normalement qui commence sur la défense à l'école de police. Donc,
j'ai eu la chance de voir ces drones-là. Tu vois comment le gars, il pilote le drone, tu vois comment il le fait décoller. Mais c'est impressionnant. Donc ça, c'est dans le côté militaire. Maintenant, on va venir un peu dans notre côté transport. Par exemple, au Rwanda, dans les zones quand même reculées, ils ont réussi... C'est sûr que vous avez eu la chance aussi de voir ça. J'ai eu la chance de voir cette entreprise au Rwanda qui emmène des couches de sang dans des zones reculées, mais à l'aide de drones. Ils font livrer ces poches de sang à l'aide des drones. Les drones aussi peuvent être utilisés dans le domaine agricole, on en a déjà parlé ici, soit pour arroser, soit pour cartographier, soit pour avoir des informations. Je sais que chez nous, ici en Côte d'Ivoire, je pense que c'est la compagnie d'électricité qui prend les drones, par exemple, les lignes à haute tension, pour voir si elles sont, comment je vais dire ça, si elles sont défaillantes et autres, puisqu'on ne peut pas emmener des hommes sur ces lignes à haute tension, elles utilisent des drones pour aller voir, vérifier si ces lignes-là sont bien pour pouvoir les entretenir à la suite. Donc, voilà il y a tellement d'usages qu'on peut faire de ces drones, mais celle qui est pas malheureusement, excusez, celle qui est le plus connue, c'est tout ce qui est à usage de films, de ludiques, donc clips et autres, tout ça. C'est ça même qui a fait vulgariser voilà, l'usage des drones pour le citoyen lambda. Effectivement, et on a tous ces aspects-là de la vie qui peuvent être touchés par l'utilisation de drones. C'est un gadget révolutionnaire, puisqu'il solutionne beaucoup de difficultés. Pouvoir transporter du sang à une zone peut-être pas accessible en voiture, c'est déjà très, très important. Mais en termes de distance, finalement, quelle est sa capacité? Quelqu'un voudrait un matin se mettre sur un drone et puis partir quelque part. Non, c'est même pas que quelqu'un. C'est un projet qui est déjà en cours. Qui est déjà en cours à Dubaï. À Dubaï, ils sont en train de voir comment mettre le drone dans le domaine du transport. Initié par Zapata. Donc, comment utiliser le drone pour en faire des taxis, au fait. Donc, tu es là, un drone vient te chercher, tu te déplaces d'un point A à un point B. Je pense qu'ils sont dans les phases de test et tout ça. Donc, c'est pour dire que c'est... C'est un drone couvert. Lui, il est plus grand. Et il est couvert? Oui, il est couvert quand même. D'accord. En tout cas, ça avance, c'est très bien. Et parlons maintenant de réglementation. C'est vrai qu'on a parlé de plusieurs domaines dans lesquels le drone peut s'utiliser. Mais en Côte d'Ivoire, la réglementation dit quoi? Au-delà de l'inscription à l'ANAC? La réglementation dit déjà, le premier, le BABA, c'est déjà de faire inscrire, enregistrer son drone. Une fois que vous avez enregistré ce drone-là, c'est de savoir qu'il y a des zones qu'il ne faut pas survoler. Il y a des zones, ça s'apprend. C'est pour ça que je dis, normalement, quelqu'un comment je vais dire ça, qui veut obtenir sa licence et autres, il aura ce type d'information pour lui dire, fais attention, il y a des zones sensibles vers lesquelles votre drone ne peut pas décoller. Et vous qui êtes au fait de la loi RACI 3009, c'est quoi ces zones dites protégées ou interdites? C'est généralement des zones militaires, des zones sensibles et autres, tout ça, sur lesquelles, même aujourd'hui, ce qui est intéressant, même les fabricants de drones, via eux-mêmes leur propre système de géolocalisation, ont mis dans ces drones-là des positions. Donc, lorsque vous faites décoller votre zone, il va vous dire, concernant la loi peut-être du pays ou bien la loi même normale qu'il connaît, attention, cette zone-là est sensible, donc il va vous dire no fly. Donc, vous ne pouvez pas faire décoller votre drone dans cette zone-là. Mais après, c'est de se rapprocher pour savoir si cette zone est vraiment no fly et voir comment on peut, comment je vais dire ça, enlever cette restriction-là pour pouvoir faire décoller son drone. Donc, c'est vraiment, j'invite vraiment tous les détenteurs de drones. Peut-être ici, je ne peux pas donner toutes les informations, mais il y a un organisme qui est là. C'est mieux, c'est de se rapprocher et d'avoir des informations parce que je ne veux pas dire des choses pour lesquelles je serais
bon, je veux pas faire le travail de quelqu'un d'autre. Ah, bien sûr, on a indiqué l'instance qui s'occupe normalement de réguler et réglementer l'utilisation des drones. C'est l'ANAC, l'Agence nationale d'aviation civile en Côte d'Ivoire. Et donc, pour toutes les personnes qui achèteraient des drones, il faut ne serait-ce que même appeler pour avoir quelques informations et puis savoir comment utiliser son drone. Maintenant, bon, on va faire un petit coucou à nos tout petits. Il y a quelques formats quand même qui restent... Oui, non, les enfants, je me dis, non, ça c'est les enfants, c'est un jouet, ça tu n'as pas besoin d'aller faire enregistrer ce drone. Et là, par exemple, nous sommes dans une période où on va arriver en vacances, et parce que d'aucuns pourraient dire, ah mais le drone c'est cher et tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut fabriquer un drone. Ah! Et comment? On veut fabriquer un drone et il y a des tutos sur Internet pour ça. Donc, allez-y sur Internet. On va vous montrer comment fabriquer un drone. Mais peut-être qu'il ne sera pas beau comme les drones qu'on voit à l'écran. Mais au moins, il vous permettra de voir un peu comment ça fonctionne et autres, en espérant qu'on puisse avoir dans les quincailleries ou bien tous les composants qu'il faut pour ça pourrait être, pourquoi pas, un atelier que M. Bougou va initier pour les tout-petits. Ils seront en vacances dans quelques jours. Donc, voilà, le projet est lancé. Merci infiniment. Merci à vous. Pour toutes ces informations sur le drone. C'est sûr que mon fils est rassuré maintenant. Il pourra utiliser son drone. Merci beaucoup. Ce sera sans transition qu'on va recevoir maintenant Madame Georgette Kwasibouan pour parler de citoyenneté et de civisme. Aujourd'hui, on parle des examens et attitudes citoyennes. On l'a indiqué à l'entame de cette émission avec le JT de Régis Kofi et bien sûr la revue de presse. C'est aujourd'hui même que démarrent les examens à grand tirage avec nos bébés, nos bouts de chou, le CE2 avec le CEPE. Donc il y a une attitude responsable à adopter face aux examens qui sont déjà voilà, à la porte de tous. Et bien sûr, les enfants sont en train de composer à cette heure-là. Ils arrivent maintenant à l'école. Nous, on est très lève-tôt, donc ils arrivent à l'école. Jingle, et puis on reçoit Madame Bouan pour des conseils. Bonjour Madame Georgette Kwasibouan. Bonjour Madame Alice. Vous allez bien? Très bien. Dieu merci. Vous n'avez pas de bout de chou en examen actuellement aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. C'est la classe de terminale. D'accord. C'est encore dans quelques petites semaines. Donc, ces usages et autres conseils vont servir pour tout le monde. Nous sommes en période d'examen. Déjà, quand on parle d'examen et de citoyenneté, qu'est-ce qu'on veut ressortir particulièrement? On veut ressortir, en fait, la notion de responsabilité face à la période d'examen. On veut ressortir l'absence de tricherie pendant la période d'examen. On veut ressortir, en tout cas, la notion de travail, de volonté de réussite, et non, en fait, d'utiliser des moyens illégaux pour pouvoir, en fait, atteindre les résultats, en fait, escomptés. Et donc, c'est un appel d'abord à nos enfants, à pouvoir véritablement se mettre au travail, à faire de bonnes révisions, à se disposer véritablement aux études pour pouvoir réussir les examens. C'est faire appel aussi aux parents d'élèves pour un meilleur suivi de leurs enfants, les amener véritablement à un bon encadrement, les coacher, comme on le dit, les amener, pas beaucoup de stress bien sûr, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'efficacité, à pouvoir comprendre que les études permettent véritablement de réussir ces examens. C'est-à-dire prendre le temps d'étudier pour pouvoir réussir ces examens et non faire autre chose pour pouvoir réussir ces examens. C'est aussi une exhortation à nos enseignants, à nos chefs d'établissement, pour dire qu'en fait, on doit bannir la notion de tricherie dans nos établissements, pour amener ce citoyen en devenir-là à assurer ses responsabilités vis-à-vis de la société plus tard. Et donc, c'est véritablement parler de citoyenneté en période d'examen, c'est emmener chacun de nous à assurer ses responsabilités vis-à-vis des élèves en fait, qui vont composer pendant cette période-là.
C'est très important, c'est au-delà de la transmission, c'est, on va dire, un travail de tous les instants. C'est des attitudes, c'est des valeurs et on les met en pratique pour pouvoir atteindre un but. On va venir déjà aux attitudes, comment se comporter quand on est en classe d'examen déjà et avec les parents aussi, quand on a un enfant en classe d'examen, parlons bien sûr de citoyenneté. Bon, en tant qu'élève, on se dit, en tant qu'élève citoyen, on se doit quand même de pouvoir régulièrement suivre les cours, participer aux cours. Ah oui, il ne faut pas sécher les cours. Oui, parce que malheureusement, il y a beaucoup en fait, qui ne viennent pas aux cours. Ils se disent, bon, j'aurai une période pour bosser, je vais faire en griffe le décapé, vous connaissez? Oui, la veille. C'est-à-dire veiller du matin jusqu'au soir pour étudier, non. C'est-à-dire suivre régulièrement ses cours, aller aux examens, aux compositions, comme on le dit, voilà, pendant cette période-là. Et puis réviser régulièrement, réviser tous les jours les leçons apprises à l'école. Aussi pour le parent, c'est dès le départ, c'est-à-dire faire une bonne inscription de l'enfant, l'accompagner, savoir qui sont ses enseignants, qui sont ses éducateurs, faire le suivi aussi à la maison, s'assurer que l'enfant régulièrement étudie voilà, ses leçons, apprend ses leçons, être disposé à lui expliquer aussi ses leçons. Maintenant, quand on n'a pas la possibilité, trouver en tout cas un répétiteur pour le faire, pour l'aider à améliorer là où en fait il ne comprend pas véritablement les leçons. C'est aussi en fait, je dis aussi nos enseignants, de pouvoir véritablement être disposés. Parce qu'en fait, ils ont décidé d'être enseignants. Passionnés. Voilà. C'est pour certains qui ne sont pas passionnés, parce que bon, ils sont arrivés comme, juste parce qu'ils cherchaient du travail, mais se dire qu'ils ont la responsabilité d'éduquer une population, des enfants, et donc de pouvoir assumer leur fonction d'éducateur, d'enseignant, de formateur. Et donc, c'est aussi une très grande responsabilité en fait, de ces enseignants-là. C'est une grande responsabilité aussi de ces directeurs d'établissement de mettre à disposition le matériel didactique nécessaire pour pouvoir assurer une bonne formation des élèves apprenants. Parce que malheureusement, parce qu'ils veulent avoir un taux de réussite satisfaisant et puis attirer beaucoup d'élèves. Malheureusement, certains responsables de l'éducation nationale gonflent les chiffres. Ils mettent un processus en place pour pouvoir favoriser en fait, la tricherie en milieu scolaire. Et ça se décline quand vous parlez de gonfler. C'est pendant l'année scolaire, parce que les examens, après, ça prend une connotation beaucoup plus nationale. Donc, on n'a pas forcément la même mise là-dessus. Si, mais en fait, quand vous dites qu'ils n'ont pas la même mise là-dessus, je dis c'est faux. Parce qu'en fait, les élèves, la plupart des élèves composent dans leur établissement d'origine. Généralement, il y a un dispatching. Hein. Voilà. On sort de son établissement d'origine. C'est vraiment une petite marge infime de personnes qui restent dans son établissement. Oui, mais en fait, pour cette petite marge, en tout cas, ils peuvent organiser, en fait, les responsables d'établissement peuvent organiser un processus, un dispositif pour pouvoir favoriser, en fait, cette riche-là. Grave ce que vous êtes en train de dire, hein, non, je l'assume entièrement, parce que malheureusement, c'est ce qui est. Et donc, vous-même, vous voyez actuellement Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Oui, elle est montée au créneau. Elle met le doigt véritablement sur ce phénomène-là pour qu'on puisse stopper ce phénomène-là en Côte d'Ivoire. On nous parle de plus de 16 000 cas de tricherie reconnus en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, en fait, dont les initiateurs et instigateurs seraient? Bien sûr, les élèves, le corps enseignant, les parents aussi d'élèves. En fait, tout le monde est impliqué. D'où la faille finalement, puisque quand même, l'école ivoirienne est quand même régulée, gérée. On a un ministère qui en a la charge. Bien sûr. Donc finalement, à qui la faute? J'ai nommé tout à l'heure 3 personnes. Pour nous, la faute revient à tout ce monde-là. C'est-à-dire les responsables d'établissement, le parent même d'élèves, parce qu'en fait, il n'a pas eu le temps de pouvoir inculquer des valeurs à l'enfant. Et puis aussi l'enfant qui se dit, bon, c'est facile, je peux le faire facilement, je peux réussir mon examen sans trop me fournir d'efforts. C'est à chacune de ces composantes-là, en fait, que revient en fait, les causes de la tricherie. Et donc, c'est à chacune de ces composantes-là
on doit pouvoir s'adresser et demander à ce qu'on puisse véritablement poser des actes citoyens, c'est-à-dire assurer notre responsabilité en tant que parents d'élèves, assurer notre responsabilité en tant qu'enseignant, en tant que responsable d'école, mais aussi en tant qu'élève, c'est dire que je me dois de montrer le bon exemple, je dois être la fierté de mon père, de ma mère. Parce que imaginez-vous, quand on vous prend en train de tricher, qui est-ce qu'on regarde préalablement? Ce sont vos parents. Ah, c'est le fils d'eux. Imaginez en fait, voilà. Et donc, chacun de nous se dit, il faut que j'assure, je puisse véritablement étudier convenablement pour pouvoir réussir mes examens haut les mains, sans tricherie, en toute honnêteté. Parce qu'actuellement, il faut absolument qu'on puisse décrire cette situation et puis bannir cette situation. Parce qu'en fait, ce sont nos citoyens en devenir. Imaginez-vous des enfants qui trichent à l'école. Qu'est-ce qu'ils seront dans la vie professionnelle, dans la société? Le corrompu en masse à venir. C'est ça. Et donc, il faut endiguer en tout cas ce mal-là, ce mal profond-là. Il faut véritablement l'éradiquer dans notre système éducatif. Et justement, quand on a fait le postulat et on a mis à nu ces difficultés-là, aujourd'hui, on le mentionnait là, les examens ont commencé avec les tout-petits. Quand on est sur ou dans le centre d'examen, quelle est l'attitude maintenant à adopter? Soit quand on a ces bonnes pratiques-là, on se concentre, et quand on voit quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Bon, d'abord même, je pense que Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation prend toutes les dispositions pour que les différents établissements soient sécurisés. Parce qu'on ne permet plus aux parents d'accéder aux salles de classe, tout ça, pour que l'enfant vienne tout serein et qu'il ait véritablement toute la latitude de pouvoir faire son devoir. Je pense aussi que le regard aussi est porté sur nos forces de défense et de sécurité, parce qu'en fait, ce sont ces forces de défense et de sécurité-là qui assurent la sécurité de nos établissements pendant ces périodes d'examen-là. C'est aussi véritablement de pouvoir respecter les normes qui sont établies en matière de, qu'on appelle ça, pendant la composition. On nous interdit le téléphone portable, on nous interdit de sortir avant une certaine période. Voilà. Donc, véritablement aux enseignants, aux élèves, aux forces de défense et de sécurité de pouvoir respecter en fait ces normes qui sont établies là, pour qu'on puisse véritablement aller, pour moi j'espère bien pour cette année, une réussite en tout cas sans tricherie pendant cette période d'examen là. En tout cas, c'est ce qu'on appelle de tous nos voeux. Et insister peut-être sur encore les comportements. Vous avez évoqué notamment les forces de sécurité qui, elles, ont quand même la mobilité dans l'établissement. Voilà, dans l'établissement. Pouvoir détecter ceux qui, en fait, veulent tenter de tricher. Et même ces forces de défense et de sécurité. Il faut rassurer aussi, parce qu'il ne faut pas aussi mettre la pression. Oui, bien sûr. Il y a des personnes même qui n'ont pas l'intention, voilà, et qui stressent. Oui. Bon, quand on a aussi une forme d'oppression, finalement, on perd ses moyens, on a envie maintenant de tirer le coup, regarder son voisin. Leur présence est juste dissuasive, en fait. Ce n'est pas, en fait, pour emmener l'enfant à plus stresser, mais c'est pour rassurer, pour dire que vous avez toute la latitude de pouvoir bien disposer de votre temps de travail et de pouvoir produire ce que vous avez appris. Et donc, c'est à nos enfants de se dire que c'est dans les valeurs c'est dans les valeurs qu'on peut assurer son avenir, en étant honnête, en travaillant, qu'on pourra assurer son avenir. Le papa, la maman, elle a fait cet effort-là. C'est à chacun de nous aussi de pouvoir produire cet effort-là pour pouvoir réussir dans la vie et non passer par la tricherie. La tricherie, c'est juste un moyen qui, malheureusement, va déteindre sur vous tout le long de votre vie. Et donc, ce n'est pas un bon procédé. C'est à chacun de nous, en tant que parents d'élèves, en tant qu'enseignants, en tant qu'éducateurs, de pouvoir inculquer en fait, ces valeurs-là à nos enfants et puis emmener les enfants à pouvoir suivre ce bon chemin-là. En tout cas, c'est plusieurs entités et plusieurs parties qui sont ici concernées et mises en cause aussi, et puis conseillées à adopter l'attitude citoyenne. Une bonne attitude citoyenne en cette période d'examen. Les tout-petits ont démarré, bientôt les plus grands et ainsi de suite. Donc, il faut s'investir de valeurs pour pouvoir assurer son avenir avec dignité, parce que c'est ça, après, le plus important, être digne face à ses
à son résultat, bon, avoir son diplôme et savoir qu'on ne vaut pas. On est fier de l'avoir. Et on ne vaut pas voilà, l'obtention de ce diplôme-là quand même devant le miroir. C'est pas très évident. C'est pas très évident. Merci infiniment, Madame Georgette Kwasi. Merci à vous. Sur ce sujet qui, on espère, aura donné beaucoup d'informations aux parents, aux élèves, aux éducateurs et à tout le monde. Place maintenant au droit, en dernier virage dans cette émission aujourd'hui, en ce mardi, où nous parlons de plusieurs sujets. On termine l'émission avec Monsieur Landry Couillot, conseiller juridique sur l'autorité parentale. Qu'est-ce que cela englobe véritablement? Et puis, qu'est-ce qui en détient vraiment la capacité? Et puis, comment cela s'exerce? C'est toutes ces questions-là que nous allons lui soumettre dans quelques instants après ceci. Bonjour, Monsieur Couillot. Bonjour. Un beau tissu. Merci. Voilà, et puis cela nous installe dans notre sujet. On parle aujourd'hui de l'autorité parentale. Déjà, comment définir l'autorité parentale? Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette occasion pour nous d'éclaircir certaines choses, puisque notre droit a sensiblement évolué en matière de droits et obligations que les parents exercent vis-à-vis de leurs enfants mineurs. Et nous avons donc basculé de la fameuse puissance paternelle à l'autorité parentale qui se définit tout simplement comme l'ensemble des droits et surtout des obligations qu'ont les pères et mères des enfants de moins de 18 ans, donc des enfants mineurs, dans le sens à pouvoir leur accorder en termes de protection, de garde, d'éducation et d'instruction, en tout cas d'agir dans leur intérêt. Donc l'autorité parentale est faite non pas pour assurer la prééminence des deux parents sur l'enfant, mais plutôt une démarche qui consiste à engager ces parents-là à lui assurer la protection de ses intérêts en termes d'éducation, de protection, mais aussi de croissance et d'épanouissement. C'est très important, vous venez ici d'évoquer des détails sur l'évolution même des textes en la matière. Dans le temps, on avait une seule entité parentale qui était concernée par cette autorité-là. Aujourd'hui, on a une concomitance de la parentalité finalement avec le papa et la maman. Du coup, comment se dispatchent les droits et obligations des deux parents vis-à-vis de leur enfant? Alors ici, il y a plutôt une gestion qui est inclusive. D'accord. Il n'y a plus de dispatching en tant que tel. Il n'y a qu'aujourd'hui, contrairement à l'ancien droit, qui voulait que cette situation ou ce statut ne soit reconnu qu'au père parce qu'on avait la conception que le père, chef de famille, avait prééminence sur la femme. C'est normal, c'est l'ancien monde. Oui, c'est révolu. Franchement, inspiré du Code civil de 1804, vous imaginez ce que c'est. On a dû attendre jusque dans les années 2000, donc 2010-2013, pour une évolution sensible. Aujourd'hui, l'autorité parentale est exercée communément par le père et la mère. Il va falloir avoir trois cas, dans le mariage, hors mariage et pendant le divorce, ou à l'occasion de divorce. Si vous êtes marié, monsieur et madame exercent conjointement l'autorité parentale. Il faut se débarrasser de cet ancien vocable-là, l'autorité parentale. Et c'est très important. Pourquoi? Cela veut dire tout simplement qu'aucun des parents n'a prééminence sur l'autre. Personne ne domine l'autre. En réalité, c'est ensemble qu'on va décider de comment on va assurer à l'enfant son avenir. C'est ensemble qu'on va décider de où il sera inscrit. C'est ensemble qu'on va décider du type d'éducation que l'on va lui accorder. C'est ensemble qu'on va décider des moyens que nous allons donc affecter à son instruction, à son éducation, à sa santé. Cela veut dire concrètement que les parents sont amenés à se consulter, à communiquer. La fameuse communication qui manque énormément dans les couples. Vous pouvez ne pas vous parler pour autre chose. Mais pour ce qui s'agit de l'avenir de votre enfant, de leur santé, de leur vécu, de leur présent, il va falloir faire l'effort de pouvoir discuter, de négocier, de dialoguer. Cela permet donc de rehausser l'image de la femme et sa position, son statut. Parce qu'en réalité, quand bien même l'homme était désigné comme le chef de famille, la réalité de la gestion familiale établissait de manière incontestable que la garde, la surveillance, la direction, l'éducation de l'enfant et même son instruction étaient l'affaire des mères. Le père n'intervenait qu'au moment du financement de ces différentes fonctions, mais dans la pratique, c'est la mère. Donc on n'a fait que remettre des choses
en ordre. On n'a fait que restaurer un droit qui était nié à quelqu'un qui, en réalité, devrait avoir toute sa place depuis longtemps. Par voie de conséquence, dans le mariage, les deux l'exercent. Lorsqu'on a donc un couple qui vit de manière conjointe sans qu'il y ait de mariage et qu'un enfant naît, l'autorité parentale est reconnue, est exercée à l'égard des deux parents, si ceux-ci l'ont reconnu. Vous comprenez? Si vous reconnaissez l'enfant. Mais supposons que le père, comme c'est d'habitude aujourd'hui, ne reconnaisse pas l'enfant, alors l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère. C'est par de facto ou il lui faut un document qui l'atteste? Il suffit, lorsque un enfant naît, la reconnaissance est faite par les parents. Tout à fait, avec l'établissement de l'état civil. Absolument. Donc, si le père n'a jamais reconnu l'enfant et que c'est la mère qui l'a reconnu en premier, de facto, elle exerce l'autorité parentale sur l'enfant. Vous comprenez? Quitte à ce que le monsieur revienne dans le courant de l'année pour qu'il puisse reconnaître cet enfant, mais quand bien même il le ferait, la mère qui aurait reconnu l'enfant en premier exerce toujours l'autorité parentale. Du coup, la prééminence de la reconnaissance... Justement, ce n'est pas une prééminence, c'est une question de diligence. Elle a été la première à reconnaître l'enfant, elle aurait pu abandonner l'enfant, elle a assumé son rôle, on ne va pas la défaire de cela. Alors que dans l'ancien droit, lorsque le père revenait dans le courant de l'année, il récupérait l'autorité, la puissance paternelle, l'autorité parentale. Cette fois-ci, on voudrait bien équilibrer les choses et rendre justice à celui des parents qui a agi en toute responsabilité vis-à-vis de sa progéniture. J'aimerais revenir sur le cas des mariés. Vous nous avez ici bien expliqué dans quel cadre ils devraient assurer conjointement la gestion de la vie du mineur, parce que quand il sera adulte, il pourrait se prendre en charge. Comment cela se vérifie pratiquement au regard de la loi? Parce que on ne vérifie pas, on n'a pas un agent de l'autorité judiciaire qui va dans chaque foyer pour pouvoir vraiment attester de la véracité d'une collaboration de gestion de vie. Oui, comment cela se... On ne va pas s'immiscer dans la... Ah non, voilà, donc comment on jauge... de financer ça. Mais c'est très simple, si l'un des parents se sent lésé et se voit que son droit en tant que parent n'est pas respecté et que jamais son avis n'est donné, ou alors que son avis est piétiné, il peut soumettre la question au juge des tutelles, lequel va pouvoir rappeler à l'ordre l'autre parent. Et si on se rend bien compte, si vous dénoncez une attitude indigne de l'autre parent qui ne mériterait même pas de se rapprocher ou d'avoir contact avec l'enfant du fait de son attitude, de son comportement qui est un mauvais exemple pour l'enfant ou qui consomme de manière abusive de l'alcool ou des produits stupéfiants et qui peut influencer, impacter négativement l'enfant, vous avez la possibilité de saisir le juge des tutelles afin que désormais l'autorité parentale vous soit accordée à titre exclusif et que l'autre en soit déchu. Il y a toujours moyen de pouvoir régler la situation parce que ce qui importe pour la loi et pour le juge, ce n'est pas l'ego des parents, mais c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et dans cet état de fait, dans ce cas typique qu'on vient d'évoquer, quand l'un des parents finalement se voit attribuer la puissance, sinon l'autorité parentale exclusive, l'autre parent finalement il reste... Voilà, tout à fait en termes de responsable. Parce que, oui, non, il faut préciser. Sinon il y en a certains, on se connaît. Ils doivent être très heureux. Ah oui, ils seront très heureux. Du coup, on changera de comportement le temps que l'autre s'octroie tous les droits. Et puis, on est déchargé, pour utiliser ce mot. On n'est jamais déchargé. Même lorsque, pour des raisons objectives de condamnation pour des actes immoraux ou d'atteinte à la bonne mœurs, on est déchu de la puissance de l'autorité parentale. On perd des droits, mais on ne perd pas ses obligations. Très bien. Il faut bien savoir ça. Cela veut dire que même si vous n'avez plus le droit d'assurer la garde de l'enfant, si vous n'avez plus le droit d'assurer la direction de l'enfant, son éducation, son instruction, vous ne perdez pas non plus l'obligation de contribuer au financement. Éduquer un enfant, ça coûte de l'argent. L'instruire, ça coûte de l'argent. Le garder, le protéger, ça coûte de l'argent. Garder un enfant, c'est quoi? C'est de pouvoir lui permettre d'avoir un logement. Un logement, si je n'ai pas une maison, je la loue. Mais quand je la loue, il faut payer le prix du loyer. Et le prix du loyer, vous y contribuez. Vous comprenez cela? Donc cela est important. Il faut que les gens sachent que lorsqu'on est déchu de l'autorité parentale, on perd ses droits sur l'enfant, mais on ne perd pas ses obligations pour autant. Ces obligations demeurent. Sauf si on prouve qu'on est indigent.
Tout à fait. Et vous venez encore d'apporter de l'eau à notre moulin pour vous poser la question suivante de savoir, il faut bien équilibrer les choses, hein, parce que c'est vrai qu'une personne peut se retrouver à un certain moment de sa vie dans une période délétère où elle se laisse aller. Du coup, l'autre pour faire face aux responsabilités et pouvoir assurer décemment l'éducation des enfants, récupère le droit exclusif de parentalité ou sinon d'autorité vis-à-vis de son enfant. Par exemple, vous avez donné ici le cas du logement. Le logement, il est choisi bien sûr en relation avec les ressources que l'autre pourrait apporter, ou l'autre se dit que c'est de son bon vouloir, il décide d'un montant à apporter comme aide. Ah non, pas du tout. Dans tous les cas, le juge des tutelles est amené à arbitrer. Vous ne pouvez pas prendre un logement qui est au-dessus de vos moyens. Ce serait déraisonnable. Genre pour faire du mal à l'autre, quoi. Genre, bon, je vais prendre une maison à 350 000 francs CFA le loyer mensuel, alors que vous-même, vous êtes incapable d'en apporter la moitié. Parce que lorsque l'on parle de l'autorité parentale, il faut bien savoir que c'est une affaire qui concerne un apport conjoint. Cela veut dire que chacun apporte pour lui. Par voie de conséquence, il faudra choisir pour l'enfant, même pour ce qui est de son éducation, la scolarité, un établissement scolaire qui lui permet certainement d'acquérir une bonne éducation, une bonne instruction, mais qui ne va pas au-delà des moyens que les parents conjointement pourraient mobiliser afin de pouvoir financer les frais d'instruction et d'éducation de l'enfant. C'est pourquoi ce que je dis qu'on le fait dans l'intérêt de l'enfant et non pas pour l'ego des parents. Parce que l'ego des parents fâchés est tel que l'on tente de faire du mal à l'autre en l'emmenant à assumer des charges qu'il ne saurait pouvoir supporter. On dit c'est un père ou c'est une mère irresponsable. Le plus souvent, on le fait pareillement. Il faut le faire payer, il faut le faire ça parce que non, ce n'est pas le cas. Et lorsque l'autre se rend compte que vous êtes dans une démarche qui consiste à l'acculer, à abuser de votre situation, il peut certainement saisir le juge afin que le juge puisse trancher. Le juge des tutelles a le pouvoir de trancher, même pour l'établissement scolaire. Il peut trancher même pour les dépenses, pour ce qui doit être affecté à l'enfant en termes de son alimentation, de sa santé, de sorte à ce qu'on ait une gestion raisonnable des charges qui sont affectées à l'entretien de l'enfant. Et c'est très important, cela ramène tout simplement à la responsabilité des uns et des autres face à la vie. Le thème approprié, c'est autorité parentale. L'autorité, c'est quoi? C'est l'aptitude qu'a une personne d'agir en toute responsabilité vis-à-vis de celui de qui il répond. C'est cela. Donc, on appelle les parents à agir en toute responsabilité vis-à-vis de l'enfant, parce que c'est l'intérêt de l'enfant qui importe. Et donc, par voie de conséquence, si vous devez conjointement, quelle que soit la situation, même en cas de divorce, conjointement agir, il va falloir que vous puissiez dépasser vos colères, dépasser vos frustrations pour ce qui est de l'enfant, afin que celui-ci ne souffre pas des effets collatéraux de votre séparation. Et on va insister sur ce dernier point concernant des parents qui étaient en vie commune avec un mariage bien formalisé et qui se retrouvent maintenant dans une séparation judiciaire, donc dans un cas de divorce. On voit, lors de décisions de divorce, la garde est confiée à une personne en particulier, avec des droits de visite de l'autre côté. Comment, finalement, s'exerce l'autorité parentale dans un tel cas? L'autorité parentale est attribuée, est accordée à celui des parents à qui il est accordé la garde des enfants mineurs. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Cela implique concrètement que c'est à vous de pouvoir trouver un logement pour l'enfant. Cela implique que vous assurez sa surveillance. Cela implique que vous veillez à ce qu'il ait à manger. Mais pour l'autre, cela ne veut pas dire qu'il ne perd pas non plus son autorité. Il a un droit de visite et toutes les fois où il a l'enfant sous sa surveillance, il doit veiller à ce que cet enfant-là soit protégé. Mais cela veut dire aussi qu'il doit contribuer financièrement à ce que la garde de l'enfant, donc le logement, soit un logement décent. Il doit contribuer à la scolarisation de l'enfant, il doit contribuer à l'éducation de l'enfant, il doit même consulter. Vous comprenez? Je sais que ce n'est pas facile, parce que le divorce entame la qualité de la communication entre les époux, mais pour l'intérêt de l'enfant. Oui, quand il y a beaucoup d'immaturité. L'immaturité, elle est même congénitale à l'homme, vous comprenez? C'est vous qui l'avez dit. Oui, c'est congénital à l'être humain en réalité, parce que lorsqu'on se rend compte que ses intérêts particuliers sont entamés, on ne fait plus cas de raison, vous comprenez? Oui. Donc, celui qui est apprécié comme étant l'arbitre entre les couples, c'est bien le juge des tutelles. Juge des tutelles qui intervient. Mais il faut éviter l'intervention d'un tiers, quand bien même ce serait un magistrat.
Parce que lui-même, il est emmerdé pour des petites choses que vous veniez constamment vers lui afin de régler cela. Parce qu'on parle d'autorité. Et si on se rend bien compte que vous faites preuve d'irresponsabilité totale et que vous n'êtes même pas digne de l'autorité, il a le droit de pouvoir transférer cette autorité parentale à un tiers ou à une autre institution. père ou mère. Autre que le père et la mère. Ça peut être le grand-père, la grand-mère, ça peut être quelqu'un d'une autre famille, ça peut être une institution spécialisée. Donc vous verrez déposséder de votre enfant juste parce que vous aurez fait preuve d'une maturité ou d'indignité à pouvoir assurer l'autorité parentale. Et je crois que c'est la pire des décisions qu'on puisse prendre vis-à-vis d'un enfant parce que la loi voudrait bien sûr que le juge veille à ce que l'enfant reste dans son milieu de vie naturel, soit avec les deux parents, soit avec l'un des parents. Mais lorsque l'enfant est emmené ailleurs que près de ses parents, c'est une décision extrême. Il faut éviter cette décision extrême parce qu'elle a un impact psychologique souvent négatif sur l'enfant. Vous avez aussi mentionné dans vos échanges, sinon dans la réponse, un aspect très important, la sécurisation du lieu de vie des enfants. Finalement, le parent qui ne vivrait pas sur le site avec les enfants, il doit s'en assurer, mais de quelle manière? Il vient inspecter les lieux et à quelle période? Parce qu'il ne faut pas aussi faire intrusion à souhait. Justement, tel qu'est organisé le droit de visite, il vient pour visiter sur le site où vivent ses enfants? Mais justement, le droit de visite, c'est cela. Sauf s'il est prouvé que le père est quelqu'un de vraiment dangereux et donc il faut l'interdire de se rapprocher des enfants. Il y a du Nyomokuji qui sera offert à des visites. Non, il faut lui permettre. Il est important parce qu'il n'a pas été déchu en réalité. Il n'a pas été déchu, il faut lui permettre d'accéder au logement, à la chambre où vit l'enfant pour voir les conditions dans lesquelles vit l'enfant. C'est important. Son apport en termes de conseils, en termes de propositions, est fondamental. L'enfant a besoin de savoir même que malgré le divorce, il n'a pas perdu ses parents. Tout à fait. Justement, ce sont ses parents intérêt qui prime. Absolument. Je répète, ce n'est pas l'ego des parents, c'est plutôt l'intérêt de l'enfant qui l'emporte. J'en ris souvent puisque ces cas sont légion. Oui, bien sûr. On en parle parce que voilà, on en rencontre... Justement, et il faut éviter. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants qui sont impactés du fait du divorce, la mauvaise gestion de l'exercice de l'autorité parentale. Et au final, on a des enfants qui sont en conflit avec la loi, malheureusement. Et il faut éviter, il faut réduire cette marge-là. Il faut permettre donc à des gens de grandir en toute sécurité et que le divorce, ce n'est pas catastrophique, ça peut arriver. Sauf qu'un divorce bien géré, donc au moment de la décision de divorce et après cette décision, nous permet de conserver la famille. La famille, c'est même après le divorce. Et ça fait fi de ses propres égos. Ses propres égos. C'est important. Une petite question, pour terminer, on pourrait parler quid de toutes ces allocations, parce que c'est aussi ça, l'autorité parentale que cela implique. Aujourd'hui, les allocations en sont où quand on sait qu'on gère maintenant simultanément l'autorité parentale? C'est très simple. Je prends le cas de personnes qui sont divorcées. Lorsque la garde de l'enfant revient à la mère et qu'elle n'a pas forcément les moyens, la capacité économique d'en assurer le financement de ces différentes charges, le père peut être condamné lorsque le divorce est prononcé à son tort à payer une pension alimentaire aux enfants. La pension alimentaire qui ne doit pas excéder le tiers de son revenu. Donc ça, c'est possible de le faire. Mais il peut y avoir une belle entente entre les personnes, entre les parties pour dire, étant donné que nous avoisinons des revenus qui sont plus ou moins équilibrés, voici ce que nous décidons de faire. Donc établir un budget. Je dis toujours aux gens, évitez d'aller systématiquement en justice. Si vous avez suffisamment d'intelligence et de sagesse pour pouvoir vous-même régler vos problèmes, proposer au magistrat votre protocole d'accord, ça fait toujours plaisir parce qu'on sait qu'on a en face de nous des parents qui sont matures et qui méritent d'exercer l'autorité parentale. Mais si systématiquement vous demandez au juge de trancher, le thème c'est trancher, vous comprenez que quand on tranche, il y a forcément quelqu'un qui va saigner. Et celui qui va saigner va tout faire pour pouvoir se venger par la suite. Donc il faut éviter ce genre de situation-là. L'autorité parentale, ce n'est pas pour pouvoir faire du mal à quelqu'un, c'est plutôt permettre de créer un cadre agréable, serein, pour que nos enfants puissent grandir en tout équilibre. Merci infiniment, maître, pour toutes ces informations. Il faut juste retenir que l'entité la plus précieuse et la plus importante dans tout ce système-là, c'est l'enfant qui n'a pas demandé à venir au monde et dont il faut s'occuper jusqu'à ce qu'il soit en mesure de le faire tout seul. Bonne journée.